Tiens, qu'est-ce que vous avez le plus craint pendant le Covid ? Moi, j'ai craint que les gens ne viennent plus. La précarité hydrique s'est accrue en période de crise sanitaire. Les acteurs de terrain ont été très peu écoutés, alors que leur expérience était là. Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast de la Ville à 10 minutes. Alors, vous le savez, la Ville à 10 minutes, qu'est-ce que c'est ? C'est le projet de la ville de Bruxelles d'offrir de la proximité à chacun de nos concitoyens en leur permettant d'avoir à côté de chez eux une série d'infrastructures comme des crèches, des écoles, des salles sportives, des salles culturelles, du transport en commun, des espaces verts, des commerces, tout ce qui fait en fait l'envie d'habiter dans un quartier. Mais le thème de ce podcast, c'est aussi d'arriver à aborder des sujets dont on ne parle pas beaucoup et des sujets qui sont parfois un peu disruptifs, parfois qui interpellent notre société et en tout cas notre urbanité. Et aujourd'hui, on a voulu parler avec deux personnes. Alors d'abord, Andrea Rea, qui est professeure de sociologie, et Camille Fortunier, qui est chercheuse à l'Institut de sociologie, tous les deux à l'ULB. On leur a demandé à la ville de Bruxelles de travailler sur une étude sur ce qu'on avait appelé à l'époque les invisibles du Covid-19. Qu'ils ont appelé, et ils l'expliqueront pourquoi, les invisibilisés du Covid-19. En fait, la réflexion était née dans notre expérience lors de la première vague, donc dès 2020, de toutes ces personnes qui n'apparaissaient pas dans les radars, voire étaient aussi stigmatisées en disant « il faut que tout le monde reste chez soi ». Que devient-il des gens qui n'ont pas de chez eux ? Tous les sans-abri, par exemple, toutes les prostituées, les toxicodépendants, toutes les personnes sans papier ou migrants en demande d'asile ou pas. Donc, toutes ces personnes, comme on appelle bas seuil, qui sont sous les radars. Et donc, on a dit, ben voilà, on ne savait pas combien de temps allait durer la crise, souvenez-vous à l'époque, et donc on a demandé à Andrea Rea et son équipe de travailler avec les services, avec ces personnes pour savoir comment elles survivent dans un moment de crise énorme où, dans le fond, toute notre société est chamboulée. Et depuis qu'ils ont publié cela, ils rencontrent les équipes de travailleurs sociaux et de travailleurs de la ville de Bruxelles et de son CPS pour livrer un peu leurs conclusions et pour continuer à développer leurs recherches. Voilà, en gros, le résumé de l'étude qu'on vous a commandé Andrea Rea. Et bien évidemment, je vous donne immédiatement la parole pour expliquer un peu le contexte de cette étude. Oui, alors d'abord, c'est vraiment très important aussi de signaler que c'était rare pendant la crise qu'une municipalité commande une recherche, et en particulier d'ailleurs sur une dimension, je dirais, presque sociale et socio-économique, et pas sur la dimension épidémiologique ou sur la dimension médicale. Donc je pense que c'est important aussi de le signaler que cette commande est importante aussi par l'intérêt que la ville et que vous aviez d'ailleurs par rapport à ces problématiques-là. Alors juste sur le terme, c'est vrai que vous aviez proposé au départ les invisibles, qui est évidemment ceux qui sortent du radar. L'idée ici était d'insister sur invisibiliser pour une raison. C'est un peu comme quand on parle en général des publics vulnérables. Je pense qu'il est plus correct de parler de public qui est vulnérabilisé. C'est-à-dire que leur situation, elle est née d'un processus. Et donc il faut voir quel est le processus qui les a poussés à être ce qu'ils sont, et ces processus ne sont pas des choix qu'ils ont faits, mais c'est des accidents de la vie, mais c'est aussi des processus institutionnels, des pratiques sociales qui conduisent à ce que des publics soient finalement dans une situation d'invisibilisation. Alors sur les invisibilités aussi, on avait défini avec la ville d'ailleurs, les publics qu'on allait viser, il y avait les sans-abri, les sans-papiers, les jeunes qui étaient dans une situation de marginalisation, les familles monoparentales, ça c'est vraiment une demande qui venait du CPS parce qu'il y avait aussi vraiment une grosse interrogation à ce niveau-là. Et puis aussi les travailleurs du sexe et les usagers et usagères de drogue. Et cette enquête a été faite, alors pour le coup, c'était dans les années, donc en 2021, c'est-à-dire pratiquement plutôt la deuxième vague. Exact. Et on a aussi parti d'un principe méthodologique qu'on avait déjà utilisé plus d'une fois et que j'ai utilisé moi souvent dans les années précédentes, qui était non pas d'interroger directement ces publics, parce qu'on ne les a pas interrogés, parce qu'il y avait aussi la difficulté, c'était le Covid, confinement compliqué de pouvoir l'organiser, mais c'était aussi de partir, et c'est une conviction, je dirais presque scientifique aussi de ma part, c'est de considérer que les travailleurs de terrain ont un savoir professionnel, un savoir pratique, qu'ils comprennent, mais ils n'ont pas le temps de le faire, c'est pas leur job de consacrer ce temps-là, mais d'ouvrir la possibilité, grâce à la recherche, de pouvoir travailler ensemble à une réflexion collective sur comment est-ce qu'ils analysaient les situations du public qu'ils avaient face à eux. Et donc, on a organisé des entretiens collectifs avec une quinzaine de personnes pour chaque groupe qu'on a vu. Parfois, on a eu plusieurs groupes, ce qui a permis de rassembler plus de 110 ou 120 travailleurs du social, entendu largement, puisqu'il y avait aussi des enseignants et des psychologues, par exemple, qu'on peut inclure dans des travailleurs du social.
sociale. Et puis, il y avait aussi la récolte d'un ensemble de récits, puisque l'idée était aussi de voir qui étaient les personnes ces invisibilisées. Et on les a eues au travers de récits que nous ont rapportés les travailleurs sociaux et à partir desquels on a travaillé. Voilà, c'est ce qu'on a fait au cours de l'année 2021. C'est comme ça qu'on a récolté les données. Est-ce qu'il y a des choses, Camille Fortuny, qui vous ont surprise dans ces témoignages? Ou est-ce que la plupart des choses étaient attendues? Parce que c'est vrai que moi, je suis, par exemple, très surpris aussi comme décideur politique, comme on ne débriefe pas le Covid-19. Honnêtement, on a eu l'impression que quand ça s'est, entre guillemets, arrêté en mars 2022, tout d'un coup, on est repassé à une vie normale qui s'est réaccélérée. Et j'arrête pas de demander, d'ailleurs, à mes équipes, mais n'oubliez pas de faire un débriefing, parce que cette crise, elle a quand même montré d'abord des inégalités, mais elle a montré des choses qui n'allaient pas du tout, des choses qui allaient très bien, des grands moments de solidarité qui ont été importants, mais je trouve qu'il est important pour une société de débriefer une crise pareille. Et ma vraie réflexion aujourd'hui, c'est pourquoi les gens ont tellement envie d'oublier cela. Mais dans les interviews, comme parlait André Ariès, est-ce qu'il y a parfois des attitudes qui vous ont surprise ou des publics qui auraient été oubliés ou plutôt qui ont été justement pris en compte? Alors, je dirais d'abord que dans ces analyses en groupe, ce qui était vraiment intéressant, c'était le croisement des points de vue. Donc, comme Andrea l'a dit, il y avait des psychologues, des assistants sociaux, mais il y avait également des juges, des enseignants, des policiers. Il y avait un panel de profils assez large. Et je dirais que ce qui était marquant, c'était en fait les points de vue se croisaient et finalement ils convergeaient tous vers un même grand constat, qui était le creusement des inégalités sociales et de santé dans la région bruxelloise. Et donc, ça permettait, avec cette recherche, d'objectiver aussi ce creusement des inégalités sociales et de santé et de pouvoir finalement déplier toutes les thématiques, toutes les dimensions de ce creusement des inégalités, de cette précarisation en fait des conditions de vie. Donc je dirais que c'est ça qui m'a marqué, c'était vraiment le fait que tous les points de vue finalement se complétaient, mais très peu rentraient en contradiction. Oui, non, vas-y. Oui, mais c'est vraiment important aussi autant je dirais dans la vie politique, la question de la polarisation est permanente. Parce que pour exister, il faut marquer l'écart et être différent de l'autre. Et c'est important dans l'expertise de terrain, c'est que même si on est dans des positions différentes, même peut-être si on a des opinions politiques différentes, en fait sur l'analyse, en fait on peut converger. Après sur les propositions, peut-être qu'on peut diverger. Mais c'est important de voir quand même qu'au cours de cette crise, les acteurs mettaient en évidence des processus identiques. Et qui portait sur ce que vous aviez évoqué au départ, la précarité, mais aussi sur le fait que c'était les publics les plus stigmatisés, c'est-à-dire ceux qui ont ce qu'on appelle un discrédit moral, c'est-à-dire qu'on considère que leur conduite n'est pas conforme à la moyenne, qui ont été aussi les oubliés. Donc c'était important de les remettre en avant, d'autant plus que je pense qu'il y a une autre chose que je voudrais quand même insister aussi, c'est pendant toute la crise, ça a été vrai aussi pour vous comme bourgmestre par rapport au fédéral, les acteurs de terrain ont été très peu écoutés, alors que leur expérience était là. Et le fait de donner la parole, moi c'est ça qui m'avait surtout frappé, a été un mode de reconnaissance. Reconnaissance du travail qu'ils ont accompli, qu'ils accomplissaient, et une reconnaissance aussi de ce qu'ils disaient comme expertise et qui pourrait, encore une fois, être une source potentielle pour les crises futures. Surtout qu'ils étaient là. Parce que moi je dis souvent, on me pose la question, parce qu'on débriefe quand même là-dessus, tiens, qu'est-ce que vous avez le plus craint pendant le Covid? Moi j'ai craint que les gens ne viennent plus. Ceux qui venaient. Parce qu'en fait, tout le monde ne pouvait pas télétravailler. Les travailleurs de la voirie, les policiers, les gens dans les hôpitaux, les gens dans les maisons de repos. Je me suis dit, à un moment donné, ils vont nous dire, en tout cas au début de la crise, on ne sait pas ce que c'est ce virus, est-ce que c'est une nouvelle peste, on n'a pas de masque, on n'a pas de gel hydroalcoolique, on ne sait rien. Monsieur le bourgmestre, on ne va pas venir, quoi. Et ces gens sont venus. Oui. Ça, c'est quand même aussi un phénomène dans nos services publics de voir... Alors, il y a des services publics qui ont moins bien fonctionné, moi je le dis, il y a des services qui n'auraient pas dû fermer, qui ont fermé, mais il y en a d'autres plein qui sont restés ouverts, et notamment avec ces travailleurs qui nous remontaient des informations. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments, quand on réfléchit, mais complètement hallucinants. Moi j'ai vraiment cette image où on demande aux gens de rester chez eux, donc évidemment, que font les gens qui n'ont pas de chez eux? Je l'ai déjà dit en début d'interview, mais les sans-abri. Et alors, à un moment donné, on a une réaction complètement dingue. Et je pense que si on regarde, on se rend compte de l'erreur. On leur a donné des permis de mendier. Oui. Donc, c'était quand même surréaliste, quoi. C'était vraiment complètement idiot. Par contre, comme il fallait protéger des contacts entre les personnes, tout d'un coup, on a trouvé plein de places pour les migrants. Si vous vous rappelez bien, les hôtels étaient vides. Donc, on avait une facilité incroyable à loger les gens dans les hôtels. Quand on voit la crise de l'accueil pour l'instant, et on essaie de créer des places tous les jours, et Dieu sait que c'est pas facile. Là, tout d'un coup, on a vu que, OK, il faut trouver une solution. Même chose, vous allez peut-être pouvoir en parler, Camille Fortuny, sur le fait que pour faire les tests et être vacciné, il faut une carte d'identité, un numéro de registre national.
Tout à fait. Et donc ça, c'est un des grands constats de l'étude, c'est en fait la vulnérabilisation sanitaire en période de crise sanitaire et de crise sociale. C'est cette idée que les personnes la vie des personnes n'a pas été mise en danger que du fait du virus et donc des problèmes épidémiologiques, mais aussi des mesures populationnelles qui ont été prises en période de crise, qui se sont adressées en fait à une majorité de la population, mais sans considérer tout le monde et donc toutes les conditions de vie et donc aussi les inégalités de conditions de vie qui préexistaient à la crise. Et donc, cette question des tests, en fait, on peut élargir à la question de la prévention, puisque ça vaut et pour les tests et pour la vaccination. C'est qu'en fait, ces moyens de prévention étaient conditionnés à l'acquisition, en fait, d'avoir un numéro national. Ces questions, puisque du coup, ces personnes n'ont pas pu pendant tout un temps, mais on parle quand même de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, n'ont pas pu se protéger elles-mêmes, ni protéger les autres du coup. Et donc, c'est vrai que dans les grands constats, il y avait cette idée que la vulnérabilisation sanitaire, elle a différents aspects. Il y a eu une prévention ambivalente, comme on l'appelle, c'est-à-dire des initiatives, des actions menées à destination spécifique des populations dites vulnérables. Donc, il y a eu des task force, des groupes de discussion vraiment qui se sont penchés sur les publics qui passaient sous le radar, mais c'était souvent a posteriori qu'une mesure populationnelle soit prise. Et donc, ça pose la question justement de tout un laps de temps durant lequel les vies de ces personnes ont été mises en danger. En dehors de cette question de prévention ambivalente, on peut aussi parler de la vie précaire, mais de l'ambiguïté aussi des vies précaires, du dilemme de la vie précaire en période de Covid, c'est-à-dire que des personnes n'avaient pas spécialement le choix, par exemple, de partir travailler et donc de prendre des mesures pour se protéger elles-mêmes et protéger les autres, dans la mesure où c'était travailler ou manger, par exemple, travailler ou faire manger ses enfants. Et donc, c'est ce paradoxe, ce dilemme constant au jour le jour qui faisait aussi que des personnes mettaient en danger leur propre vie, leur propre santé. Il y a eu également, en période de Covid, au niveau de la vulnérabilisation sanitaire, tous les enjeux d'accès, évidemment, aux soins de santé. Rappelons que tout le monde n'a pas la même couverture médicale, ne fût-ce que parce que tout le monde n'a pas le même statut de séjour en Belgique, mais tout le monde n'a pas non plus accès de la même façon à un médecin de première ligne, un médecin généraliste. Donc, c'est tous ces écarts-là qui ont en fait accru la vulnérabilité sanitaire de certaines personnes. Mais en période de crise sanitaire, là où le Covid touchait tout le monde, finalement, certaines mesures ont été contre-productives pour tout le monde, puisqu'elles ont mis potentiellement en danger la vie de certaines personnes et donc de la collectivité. C'est vrai qu'il fallait, tout le monde se souvient d'avoir chargé ses applications It's Me pour voir son code QR. Mais déjà, quand vous avez en effet pas votre registre national, c'est pas possible. Moi, je me souviens que les personnes qui étaient sans papier, en fait, on les a vaccinées rue des Faisans à Saint-Pierre dans des conteneurs. Et autant tout le reste, il fallait attendre d'être appelé, s'inscrire, tout ça. Et là, à un moment donné, on a lâché du lest et on a vacciné massivement parce qu'on a mis sous pression. Mais en fait, ils n'étaient pas sous le radar, quoi. Donc, on vaccinait tout le monde, vous avez raison, mais attention, à Bruxelles, ça concerne des milliers de gens. C'était pas qu'une marge qui aurait été oubliée dans le schéma. Et c'est pour ça que je pense que le débriefing est important, notamment avec l'étude qu'on vous a commandée. C'est pour pouvoir remonter ça et de dire dans les prochains processus, puisqu'il y en aura sur d'éventuelles pandémies, que nous espérons pas tout de suite. Enfin, maintenant, tout le monde est bien conscient que des pandémies, il va encore y en avoir. Désolé pour les gens qui nous écoutent, mais ça va encore exister. Il y en a tous les 10 ans, on dit quand même des importantes. Là, celle qu'on a vécue mondiale comme ça faisait, à mon avis, un siècle qu'on n'en avait plus une pareille. Mais ce qui va être aussi important, enfin, en tout cas, moi, je pense, c'est de montrer les mécanismes qui ont permis de résoudre ça et qu'en fait, ils sont souvent plus simples qu'on ne le croit. Je pense que quand vous utilisez un terme qui est important, qu'on invisibilise ou on vulnérabilise des personnes, en fait, la réponse pour que ça ne soit pas le cas n'est pas toujours aussi complexe qu'on ne le croit. Et souvent, on a l'art aussi, je le dis moi-même comme responsable politique, mais de ne pas toujours voir la solution parce qu'on a peur de ce qu'elle pourrait engendrer. Et dans la crise du Covid, je le redis pour une série d'accueils, ça a été en fait assez simple à régler. On s'est dit, tiens, il y a des chambres d'hôtel vides, on va mettre les gens dans les chambres d'hôtel. C'était pas très compliqué. Non, mais ça, il y a deux choses distinctes, parce que ça, c'est vraiment un exemple important. Je veux dire, pour les sans-abri, on a considéré que les asiles de nuit pouvaient garder les gens 24 heures sur 24, ce qui n'a jamais été le cas avant. Donc, je veux dire, là, c'est important de voir quand même de quelle manière on a outrepassé
des interdits qu'on s'était posés précédemment. Les hôtels, je pense qu'on n'aurait jamais pensé à mobiliser les hôtels pour donner ça à des sans-papiers ou à des femmes qui étaient seules, parce qu'il y a aussi des femmes seules qui ont bénéficié du dispositif, au même titre que pour les sans-abri qu'on disait. Donc, je dirais, il y avait des mesures qu'on connaissait, qu'on n'appliquait pas. Et là, la situation était tellement exceptionnelle qu'on a accepté de le faire. On pourrait dire aussi sur la carte, l'aide médicale urgente n'a jamais été aussi simple à attribuer qu'au cours de cette période-là. À l'inverse, il y a aussi des mesures plus structurelles qui supposent être réfléchies. Et je vais en prendre une parce qu'elle est quand même très symptomatique et vous l'avez exprimée d'une certaine manière maintenant, qui est, après la crise, on considère que le mieux, c'est de faire du télétravail. Faisant du télétravail, en réalité, on modifie l'accueil des personnes et donc la question qui s'est posée de manière tout à fait évidente dans la recherche, elle est évidente pour plein d'acteurs, c'est l'absence de guichet. On sait très bien que ça a été la solution, c'est de dire il ne faut pas fermer les écoles. Parce qu'il faut garder le lien, parce que c'était la rupture du premier confinement était celui-là, c'est l'absence des enfants dans les écoles a rendu tout impossible pour les familles qui avaient des enfants et pour les enfants et pour les parents. Et pour le public dans certaines administrations, mais aussi, encore une fois, dans les services qui financent comme les mutuelles, comme les syndicats, comme la CAPAC, etc., ne pas avoir de guichet est une catastrophe. Et ça, c'est une mesure structurelle qu'il faut essayer d'avoir. Aujourd'hui, la proposition d'une ordonnance, d'ailleurs, de la région bruxelloise qui vise à faire de la digitalisation par défaut est une mauvaise idée. Il faut faire le guichet par défaut. Et pour une certaine population, de permettre évidemment l'utilisation d'ITSMI, etc. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut réfléchir en mettant la marge au centre. Parce que sinon, on a une mesure qui est, comme le disait tout à l'heure Camille, populationnelle, mais qui vise quoi? Le Belge moyen ou la Belge moyenne. Qui est diplômé, qui a un téléphone, qui a un smartphone, qui a une bonne connexion, etc., et qui n'a pas envie de se déplacer, qui préfère faire l'ensemble de ses démarches par son ordinateur. C'est pas le cas de tout le monde. Et ça suppose alors des mesures qui soient beaucoup plus structurelles, parce que sinon, on est dans une logique on prend une mesure, et puis on prend une autre mesure compensatrice pour penser les plaies de toutes les personnes qui passent à travers. Et ça, c'est vraiment une des leçons, je pense, qu'il faut essayer de garder du Covid, c'est on voit bien que la question du guichet est fondamentale. Et certes, le télétravail est sans doute un élément important ou peut-être un droit acquis futur dans l'organisation du travail, mais il faut avoir aussi une réflexion sur les conséquences que ça va avoir sur les usagers pour permettre la continuité du service public, que le service public d'ailleurs soit public ou qu'il soit privé avec une public. Voilà. C'est clair que j'allais rebondir là-dessus, André Aria, c'est que le service public, c'est pas le service pour le plus grand nombre, c'est le service pour tous. Oui. C'est quand même une grosse nuance. Et c'est pour ça que ces débriefings sont importants. Parce qu'en même temps, moi, je serai jamais, parce que je l'ai vécu aussi, dans ceux qui vont stigmatiser ce qui s'est passé pendant cette crise. Parce que beaucoup de gens ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais par contre, ne pas débriefer, là, c'est un problème, c'est une faute. Je pense qu'en effet, des guichets, moi je pense notamment aux guichets d'emploi et des choses comme ça, où des gens en effet n'avaient plus de job et se disaient mais qu'est-ce que je deviens, où est-ce que je m'inscris? Vous avez parlé de la CAPAC, on a eu beaucoup de problèmes aussi pour toucher tous les chômages temporaires, tous les droits passerelles, toutes ces choses-là où les gens ne savaient pas comment s'adresser, comment avoir un répondant qui peut dire mais vous n'avez pas touché ce mois-ci mais le mois d'après, parce qu'on en était là. Hein. On a vu, alors c'était beaucoup plus en France que chez nous, les files d'étudiants qui avaient perdu tout leur job étudiant, parce que ça aussi c'était quelque chose qu'on ne s'attendait pas, évidemment. C'est que beaucoup de gens, on a toujours cette image, l'étudiant, ses parents sont là, mais en fait non, beaucoup de gens sont dans le supérieur et vous le savez tous les deux comme membres de l'université, se débrouillent pour payer leurs études, quoi. Et tout d'un coup, il n'y a plus de job étudiant, comment je fais? Et on le sait que l'ULB a dû organiser beaucoup de caisses sociales par rapport à cela. Donc, je pense que c'est important, ce débriefing, de se dire, notre société, elle vaut si elle touche tout le monde. Et en effet, dans une crise, il y a des gens qui passent à travers les mailles. Mais le danger, et en tout cas, ce qui est coupable, c'est si c'est une deuxième fois, ils repassent dans les mailles. Oui. Je crois que sur la première fois, il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne peut pas tout voir. Je prends un autre exemple, vous parliez d'accès à la santé, Camille Fortuny. La santé mentale, elle a été grand oubliée pendant la crise parce qu'on devait tous se concentrer sur l'infectiologie. Donc, aujourd'hui, on voit les dégâts. Je peux vous dire que dans la gestion de la santé mentale, on nous avait promis un grand plan de santé mentale. Je me mets dedans aussi, mais je suis confronté aujourd'hui qu'en gros, on demande à la police de gérer les problèmes de santé mentale. La police nous avoue elle-même, c'est pas son métier. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, le plus important, peut-être pour revenir vers vous, Camille Fortuny, c'est de travailler sur ces débriefings sociétaux, de dire, mais OK, qu'est-ce qu'on a raté et quelles sont les réponses qu'on peut donner? Oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'était intéressant de travailler en groupe et de faire des analyses en groupe. C'est parce que, du coup,
certains constats clés ont été mis sur la table, comme la précarisation des conditions de vie, le fait que des secteurs professionnels entiers se soient arrêtés, parfois par obligation, et puis sans filet de sécurité sociale pour ces publics précarisés. Donc le fait qu'il y ait quand même eu des gros problèmes en termes économiques et financiers, en termes de santé, d'accès à la santé, mais également de vulnérabilisation sanitaire, comme on l'a dit, mais également des affiliations. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu un non-recours aux droits croissant. Dans les chiffres qu'on a récoltés, il y a notamment un nombre de personnes sans abri croissant, mais aussi un élargissement des profils. Plus de profils féminins, également plus de mineurs, plus de personnes en statut précaire de séjour concernées par le phénomène du sans-abrisme. Donc, il y a des constats clés dont il faut pouvoir débriefer à l'heure actuelle. Et je pense qu'il faut pouvoir en discuter et penser, réfléchir aux facteurs structurels avec, comme on l'a fait, les professionnels de première ligne. Parce que, c'est ce qu'Andrea disait tout à l'heure, ils ont un savoir, en fait, professionnel pratique, local, actualisé, qui est extrêmement nécessaire en temps de crise. C'est d'ailleurs, comme vous l'avez dit, ces personnes-là qui étaient présentes. Et donc, rappelons-le, par rapport à tous les constats, c'est les services qui ont fonctionné en présentiel qui ont constitué les bouées de secours. Ils ont garanti un lien social vital pour justement toutes ces personnes désaffiliées, en grand problème d'accès aux droits sociaux ou sanitaires. C'est les personnes de première ligne qui ont démarré avec les citoyens toutes les logiques d'urgence humanitaire de colis, justement, ou qui ont poussé pour une mise à l'abri généralisée. Ça émane du terrain. Mais donc, je pense que c'est avec notamment les professionnels de terrain qu'il faut pouvoir débriefer et penser à la fois des plans d'urgence pour justement prévenir des futurs temps de crise et donc des réponses d'urgence. Ça me paraît obligatoire, mais aussi pour penser le temps long et les facteurs structurels. C'est-à-dire qu'on a mis aussi en avant les facteurs structurels qui causaient justement une précarisation extrême en période de crise Covid. Il y en a évidemment plein, mais on peut parler des conditionnalités politiques au droit. J'entends à la fois l'âge, mais aussi l'adresse de référence ou le statut de séjour. Presque constamment, quand on parlait de l'accès aux droits sociaux et sanitaires, ces conditions d'accès étaient mises sur la table. On peut également parler évidemment des politiques migratoires, des politiques de logement, d'énormément je pense, de facteurs structurels ou politiques structurelles à repenser pour un mieux, à améliorer. Après, dans le temps vraiment de crise, par rapport à ce qui a coincé et ce dont on doit vraiment je vais y arriver. Ce qu'on doit prendre en compte pour une future crise d'urgence, c'est notamment tout ce qui est en lien avec les besoins primaires à la survie. On n'est pas encore revenu là-dessus. C'est quoi? C'est le logement, le logement évidemment, mais surtout l'eau, l'accès à l'eau, que ce soit pour boire ou pour se laver, pour nettoyer ses vêtements, la nourriture. C'est revenu comme étant essentiel et problématique en période de crise, particulièrement pendant le premier confinement et particulièrement pour les publics de rue. C'est qu'à un moment où on parle que l'hygiène est fondamentale pour ne pas transmettre, on n'a pas toujours été très exemplaire sur la distribution bêtement d'eau courante dans l'espace public. Tout à fait. La précarité hydrique s'est accrue en période de crise sanitaire. Et donc, il y a quand même eu des fontaines publiques, des toilettes publiques, etc., qui ont été fermées dans plusieurs endroits dans la région de Bruxelles-Capitale. Il y a d'ailleurs une recherche là-dessus de collègues de l'ULB qui s'appelle Hyper, qui parle vraiment de la précarisation hydrique en période de crise sanitaire sur la région de Bruxelles-Capitale. Je pense que c'est des éléments importants à prendre en compte pour le temps d'urgence et pour le temps long. Il vous donne, les différentes personnes que vous avez interrogées, une mesure, quelque chose, une plateforme à mettre en place, une mesure stricte ou quelque chose qui a complètement manqué. Ça, on a compris qu'il y en avait beaucoup, mais en disant, voilà, pour pas que ça reproduise, il y a en tout cas ça de façon structurelle qu'il faut remettre sur la table ou sur lequel il faut travailler. Il n'y a pas une mesure, mais je pense qu'il y a... Alors, c'est l'échange qui a permis d'arriver à cette conclusion-là, mais l'idée d'avoir des plans d'urgence. Un plan, en plus, c'est important, vous le savez bien comme bourgmestre, votre longévité politique est plus longue que celle d'un ministre fédéral. C'est-à-dire qu'il faut aussi travailler sur la permanence et la mémoire. Ce qui manque beaucoup parfois dans ce genre de crise, c'est on ne se souvient plus de la crise précédente. Et en plus, Covid n'existe plus. Voilà. Les consultants sont passés, c'est plus les mêmes, etc. Donc l'intérêt, c'est de partir aussi de ceux qui sont
là, présents dans le temps. Ce sont les intermédiaires, ce sont les enseignants, les directions des écoles, ce sont les personnes qui sont dans les CPS, ce sont les gens dans les administrations et qui ont une place récurrente de pouvoir imaginer pour une prochaine crise, comme on le fait pour les hôpitaux, comme on le fait pour les catastrophes nucléaires, un plan d'urgence. Comment est-ce qu'on va agir si jamais on est de l'urgence sociale, quoi. Donc, l'urgence sociale. À côté de l'urgence sécuritaire. Tout à fait. Et en sachant que on doit éviter cette fois-ci d'avoir des mesures qui concernent tout le monde, mais en considérant qu'il y a des gens qui vont en fait doublement souffrir par la mesure qui est proposée. Revenons sur un exemple typique aussi, quand même à Bruxelles. Comment expliquer, là, ce sont d'autres données que l'on a pour l'instant sur d'autres recherches qu'on a, la surmortalité de la population des minorités ethno-raciales, surtout subsahariennes et maghrébines à Bruxelles, par rapport aux autres nationalités, pour les gens qui ont entre 45 et 60 ans. D'accord ? Ce que l'on voit, c'est qu'une des pistes possibles d'interprétation, c'est la surpopulation des personnes dans un même logement. Donc, ça signifie que quand on dit « restez chez vous », en fait, ça devient la cause même de la contamination. Pour peu qu'il y ait des personnes âgées, et on sait bien qu'il y a des communautés qui ont perdu beaucoup de personnes âgées, pas simplement celles qui sont dans les homes, ça concernait d'ailleurs, parce qu'il y a une division là, les belgo-belges, mais plutôt des personnes d'origine étrangère. En fait, c'est aussi de dire, il faut à un moment donné permettre, justement, comme ça s'est fait à New York, qu'on puisse exfiltrer de certains logements des personnes dans des hôtels à un moment donné, pour permettre que tout le monde ne soit pas contaminé, et singulièrement peut-être les personnes âgées. Donc je pense que c'est important de pouvoir débriefer, et ça c'est vraiment sans doute le bon mot, mais il ne suffit pas de débriefer, je pense qu'il faut l'inscrire dans quelque chose qui devient en fait un plan d'urgence pour des crises futures. Et puis ça peut s'adapter, mais je pense encore une fois que des chercheurs peuvent contribuer à être les écrivains publics finalement des savoirs des acteurs de terrain et de le produire collectivement. Mais ça permettra, je pense, de pouvoir le faire. Mais j'insiste sur l'importance, je l'ai dit depuis le début et je sais bien que c'était Marius Gilbert qui était aussi à la base de la demande qui nous a été adressée après que vous lui aviez demandé. C'est depuis le début, moi j'avais dit, les acteurs intermédiaires ne sont pas suffisamment interrogés et c'est important d'avoir. Alors c'est vrai qu'en termes de crise, on doit fonctionner de manière tout à fait pyramidale et que c'est important de le faire. Mais je pense que si on veut l'inscrire dans le temps, c'est important de reprendre tout ce que les acteurs intermédiaires ont fait, et vous avez fait beaucoup, les maires, les bourgmestres, pardon, les présidents de CPS et les CPS, ont fait beaucoup, alors peut-être certains plus que d'autres, ça c'est encore autre chose, mais on fait beaucoup pour réparer les effets négatifs des mesures qui étaient prises au niveau fédéral. Et je pense que c'est là où la leçon peut se construire, d'autant plus que la permanence politique au niveau local est plus grande que la permanence au niveau fédéral ou régional, et c'est normal, de certaine manière. Je pense que si je veux rebondir, c'est vrai que, parce que vous parlez de plan d'urgence, et c'est une des missions primaires des bourgmestres, puisqu'ils sont comptables de la sécurité et de la salubrité publique. Et c'est vrai que les plans d'urgence, comment ça fonctionne pour nos auditeurs ? C'est avec différentes disciplines. La première discipline, c'est la police, la sécurité. Puis vous avez ce qu'on appelle le SIAMU, donc le service d'incendie d'aide médicale urgente, donc les pompiers. Et puis vous avez les services des autres disciplines qui peuvent être la santé, les services d'urgence santé, toutes ces choses-là. Mais vous n'avez pas du tout l'urgence sociale. Ouais. Ça rentre jamais dans un plan. Il peut y avoir la protection civile, on l'a vu avec les inondations en Wallonie, où il faut trouver des tentes, il faut trouver en urgence. Mais il n'y a pas, c'est vrai, et c'est sans doute une bonne base de réflexion, ce service d'urgence sociale, comment fait-on ? Alors, il y a des services qui s'occupent de problématiques sociales, mais en temps de crise, quand on a une énorme crise, ça n'existe pas. Et de nouveau, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne ferai jamais le procès des gens qui ont dû décider dans une crise que personne n'avait vu venir comme ça. Mais par contre, je ferai le procès, et je m'implique dedans, si on ne débriefe pas et qu'on ne construit pas pour la prochaine crise. Parce que c'est pas pour faire peur aux gens, mais voilà, on est dans un monde qui est de plus en plus connecté, dans lequel les gens se déplacent de plus en plus, et oui, on risque des épidémies. La chance, c'est que la science réagit très très vite. Quand même, on a eu des vaccins à une vitesse incroyable. On a une détection de quel était le virus très très vite. Moi, je ne soulignerai jamais assez. On s'est souvent demandé pourquoi la ville de Bruxelles avait tellement d'informations, parfois plus vite que d'autres communes. C'est assez simple. C'est le service d'infectiologie de Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre qui était en fait un des hôpitaux, que gère la ville de Bruxelles. Et donc, directement, les services de Charlotte Martin, Stéphane de Witt, Nathan Klumec, nous informaient quasi quotidiennement sur ce qui se passait. L'histoire des masques, par exemple, c'est très vite, je le raconte toujours. C'est Nathan Klumec qui me donne un coup de fil. Il me dit, écoute, je regarde beaucoup ce qui se passe. Il va falloir plein de masques partout pour tout le monde. Puisqu'à l'époque, on disait, comme on n'en avait pas, qu'il n'en fallait pas. Mais c'est normal qu'à un moment T, on doive réagir dans l'urgence. Le problème, c'est si on n'arrive pas à donner une réponse structurelle à ce qui est devenu aujourd'hui une crise sociale assez importante.
Voilà un peu la conclusion que je voulais faire en vous remerciant tous les deux pour l'étude, disant d'ailleurs qu'elle n'est pas finie. Elle continue d'ailleurs à se débriefer. Elle sera, je pense, bientôt publiée ou qu'elle sera consultable? Elle est publiée et il y a même, on a décidé de faire un podcast avec les acteurs qui ont participé, qui présentent les résultats. On s'est dit qu'en plus du rapport qu'on vous avait fait, il était bon qu'on puisse prendre en charge finalement une publication plus large et plus simple encore des résultats. D'ailleurs, ça se trouve sur le site internet du GERM, mais aussi sur YouTube GERM. Et le GERM, rappelons ce que c'est. Le GERM, c'est le groupe de recherche sur les relations ethniques, la migration et l'égalité. Voilà, donc sur germ.be, c'est ça? Un doute, oui, on le remettra. Germ ULB, je pense que c'est Germ ULB. De toute façon, ça se trouve facilement. Et peut-être dire qu'il y aura le petit film que vous avez réalisé des différentes interviews, voilà, qui est aussi visible sur YouTube. On le mettra en lien avec ce podcast. Camille Fortunier, Andrea Rea, merci beaucoup pour ces éclaircissements et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.